puissent... Mais est-ce qu'ils auraient pu faire? Bonjour et merci infiniment de nous rejoindre encore en ce jour dans cette émission Rencontre Échange nouveau numéro. Nous allons une fois encore réfléchir sur les maux de notre société, à savoir cette pandémie de Covid-19, pandémie mondiale qui sévit et qui continue de faire ses ravages à l'heure où dans certains pays déjà on parle de déconfinement. Deuxième sujet à l'ordre du jour, c'est les 60 ans de notre indépendance. C'était le lundi dernier, le 27 avril. Et puis cette crise post-électorale avec la pression de serment. La question qu'on se pose, est-ce que c'est bien terminé cette crise? Pour en débattre, je reçois pour vous M. Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais. Monsieur, c'est une invitation. Merci de m'avoir invité. C'est cela. Alors avec vous, on va faire le tour d'horizon de ces trois principaux sujets, soit dans notre entretien de ce jour. On va commencer par cette pandémie, le Covid-19, qui a contraint le monde à vivre désormais au ralenti. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que nous sommes tous surpris et frappés par un tel événement, parce que notre génération, nous n'avons jamais connu une situation sanitaire aussi grave et qui amène le monde entier à prendre des dispositions inhabituelles, qui peinent sur la vie sociale, qui met l'économie en difficulté et qui paralyse pratiquement les services de santé les plus évolués de la planète. Oui. Et c'est quelque chose de quand même assez difficile à vivre pour la population. Et donc, nous devons prendre conscience que... Malgré les prouesses de la science, de la médecine, de la technique, les Européens qui ont de grands moyens en matière de santé. Oui, les Occidentaux, de manière générale, qui ont, à notre époque, une médecine bien développée, et on se rend compte que les équipements, les structures disponibles, les hommes disponibles, les hommes et les femmes disponibles, tout cela s'est révélé insuffisant face à l'afflux de malades, face à l'intensité et la virulence de ce virus. Quotidien, hein. Actuellement, les États-Unis ont enregistré plus de 2000 morts rien qu'en 24 heures. Oui, tout cela nous démontre que la santé, c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de considération. Les gouvernements doivent investir sur la santé, oui, parce qu'on se rend compte que quand le facteur santé est atteint, eh bien, l'économie que nous avons l'habitude de mettre en avant, eh bien, tout cela passe au second plan. Donc, il faut prévoir les choses, il faut anticiper les choses, et il faut que nous, pays africains, et le Togo particulièrement, nous puissions tirer des enseignements de cette situation et investir dans la santé pour que nous ne soyons plus dans des situations de grande fragilité quand survient une épidémie de cette nature. C'est ça. Et justement, notre pays, malheureusement, n'est pas épargné. Donc, le gouvernement a pris certaines mesures pour limiter, pouvoir éviter la propagation du mal. Que pensez-vous de ces mesures prises par nos autorités? C'est vrai que le gouvernement togolais a pris un certain nombre de dispositions pour freiner la propagation de cette pandémie. Et on a vu des mesures sociales également mises en place. Et tout cela, je pense que c'était des actes indispensables à poser. Et on aurait pu avoir une meilleure gestion de toute cette situation. Je pense par exemple aux petites subventions qui sont faites aux familles les plus fragiles. Le projet Novici. Le projet Novici. Le programme Novici. Et le programme Novici. Tout cela aurait pu être mieux réalisé, et ne fût-ce que les conditions d'accès qui sont, je dirais, qui mettre de côté un certain nombre de personnes parce que le gouvernement a exigé que pour bénéficier de ces accompagnements, il faut une carte d'électeur. Et je pense qu'on aurait pu ajouter un permis de conduire, une carte d'identité ou toute autre pièce d'identité permettant de reconnaître l'individu. Donc, je pense qu'il y a un loupé de ce côté-là. De l'autre côté, le gouvernement a mis en place un couvre-feu qui est accompagné d'une force spéciale de 5000 hommes qui avait la charge de veiller à ce que le couvre-feu soit respecté. Eh bien, malheureusement, dès le lendemain, il y a eu des bavures qui ont conduit à mort d'hommes et des violences. Et je pense que le gouvernement doit vraiment circonscrire ce type de situation pour ne pas que le bien-être que l'on cherche à travers cette force se transforme
en catastrophe pour les familles. Oui, et c'est pour ça qu'il y a eu changement de commandement de cette force. Est-ce que vous voyez là déjà un pas que le gouvernement fait justement pour faire comme vous dites? Bon, je crois que le gouvernement a pris conscience de cette situation. Et les faits étaient devenus tels qu'il était impossible de ne pas les reconnaître. Le gouvernement a reconnu ces actes et a pris des dispositions. Il faut espérer que la situation s'améliore et que nous n'ayons plus des cas de dérapage, de violence de ce type. Alors, le plus important que l'on crée justement, c'est que cette crise sanitaire sera suivie forcément d'une crise économique. On en parle beaucoup dans les pays développés, mais chez nous aussi sûrement, avec une économie fortement informelle. Qu'est-ce que vous craignez? Quels peuvent être les impacts de cette crise, n'est-ce pas, sur la vie économique de notre pays? Mais les impacts, on commence déjà à les vivre. Je vous signale que le gouvernement avait pris une disposition assez incompréhensible. Le gouvernement avait décidé que les émédias n'allaient plus fonctionner. Aux premières heures des mesures le premier jour. Vous vous rappelez comment ça a soulevé tout ce pan de l'économie. Les gens ont protesté et finalement le gouvernement est revenu sur sa décision. Mais l'instauration du couvre-feu déjà a tué toute l'économie nocturne. Toutes les personnes qui ont une activité économique de la nuit, eh bien, tous ces gens se sont retrouvés du jour au lendemain sans ressources. Et parfois, des gens ne vivaient que de cette économie nocturne. Et donc, vous pensez aux bonnes femmes qui vendent oui, mais il n'y a pas qu'elles. Il y a toutes les boîtes de nuit, il y a tous les bars, il y a tous les... Donc, tout ce qui est activité nocturne, les restaurants, vous l'avez cité, et tout ça, cette économique-là s'est éteinte. Et malheureusement, nous n'avons pas entendu mis en place un dispositif d'accompagnement pour ce profil d'acteurs économiques. Il y a un fonds de solidarité de 400 milliards. Oui, mais moi, je ne sais pas comment c'est décomposé, à qui c'est attribué, qui sont les bénéficiaires, qui sont les critères. On n'en a jamais entendu parler. C'est vrai que ça a été annoncé. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'est mis en place? Et moi, je rencontre des acteurs économiques qui me disent qu'ils sont dans le brouillard total. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Leur petite société s'écroule. Les entrepreneurs sont inquiets. Et même les sociétés les plus formelles qui sont sur la place, l'activité de manière générale a baissé. Et ceux qui sont dans l'import-export, tous ces gens-là ont d'énormes difficultés. Donc je pense que les conséquences économiques sont déjà là et ça va durer un certain temps. On attend que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour accompagner les entreprises de toute nature, pas simplement ceux qui sont des entreprises avec clients sur rue bien établis, mais avec tous ceux qui sont acteurs économiques et qui pâtissent de cette situation. Il faut les accompagner d'une façon ou d'une autre. Oui, mais je rappelle que vous êtes un homme d'affaires. Alors, vous pensez déjà à cette relance économique. Comment, si on demandait de proposer peut-être un chemin de sortie, en tout cas pour pallier aux effets négatifs de cette crise au plan économique, quelles seraient vos propositions? Je pense que le gouvernement doit déjà anticiper dès maintenant, parce que, je le disais tantôt, les effets sont déjà là et vont s'accentuer avec le temps, parce que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise sanitaire. Il ne faut pas penser que c'est derrière nous et que nous pensons déjà à l'après. Oui, il faut penser à l'après, mais nous y sommes encore en plein. L'anticipation, c'est d'évaluer déjà le niveau des dégâts économiques qui sont causés et qu'on mette en place des structures qui vont pouvoir recueillir auprès des entreprises, aussi bien formelles que les sociétés dans l'informel, et recueillir véritablement le niveau de besoin et que de manière sectorielle, on sache vraiment comment aider les gens, quel type d'aide les gens, à quoi ils aspirent, qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement. Il faut qu'il y ait une cartographie des besoins qui s'établissent et que les soutiens, les accompagnements à faire soient en adéquation avec les attentes. Il ne s'agit pas de privilégier des amis, des partisans ou des choses comme ça, comme on l'a vu pour le programme Novici. Il faut que ce soit quelque chose de plus en adéquation avec la réalité des besoins sur le terrain. Je pense qu'à ce titre-là, on peut même se servir de cette crise sanitaire pour relancer une économie, parce que l'après-crise peut déboucher sur des besoins importants et que ça procède à
à la relance de l'économie. Alors, qui fait le pas? Les sociétés, les entreprises, les entrepreneurs, ou bien c'est toujours l'État? Puisque aussi, il faut faire une évaluation au sein de chaque société, par exemple, des besoins justement dont vous parlez. Mais bien sûr que les entreprises elles-mêmes, les organisations d'entreprises, la chambre de commerce, tous ces acteurs de l'économie vont procéder à l'évaluation, chacun dans son secteur. Et il revient à l'État de collecter toutes ces informations, de les centraliser et de voir quels sont les besoins appropriés, exprimés d'abord par chaque corps de métier, chaque secteur d'activité, et maintenant, en fonction des moyens dont l'État dispose, va pouvoir répondre à l'accompagnement attendu des opérateurs économiques. Oui, encore une dernière question sur ce chapitre, n'est-ce pas? Actuellement, en Europe, on parle du déconfinement. Est-ce que, c'est vrai, ce n'est pas encore derrière nous, mais est-ce qu'on peut y penser si cela devait arriver? Comment vous y pensez qu'on peut s'y prendre? Au Togo, on n'a pas été confiné. Oui, on n'a pas été confiné. Oui. La mesure drastique qui a été prise, c'est le couvre-feu. Donc maintenant, oui, effectivement, on doit penser à la levée de ce couvre-feu. Oui. Dans quelles conditions ça va se passer? Parce que l'état d'urgence sanitaire, c'est pour 3 mois. Hein, donc on est encore loin des 3 mois. Non seulement on est loin des 3 mois, mais personne ne nous dit que ça ne va pas être renouvelé. Renouvelé ou pas, donc, mais d'ores et déjà, compte tenu de l'état de l'évolution de la maladie, bien sûr. Naturellement. Mais d'ores et déjà, l'État doit planifier. On ne peut pas, à ce stade, dire que la levée de cette mesure se fera de cette telle façon, de telle façon, parce que ça dépendra de la situation au moment où la décision sera prise. Mais les réflexions peuvent être menées sur les mesures d'accompagnement à prendre. Et on parlait tout à l'heure de ces entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté, qui vont fermer, le chômage qui va être élevé. Donc l'anticipation, c'est à la fois économique, mais c'est également sur les structures sanitaires. N'oubliez pas que le corps médical, les soignants et tous les techniciens qui opèrent dans le secteur hospitalier, tous ces gens-là sont très exposés et se sont retrouvés dans des situations où ils étaient démunis d'équipements. Et pour faire face à la situation, il leur manquait des masques, des gants, des surblouses, enfin, tous les équipements nécessaires pour les protéger eux-mêmes avant de soigner les malades. Eh bien, l'État doit prendre en considération cette situation. Et les futurologues et les gens qui anticipent sur les grands événements de notre temps disent que nous avons connu une crise sanitaire. Et il n'est pas exclu que nous en connaissions d'autres à l'avenir. Donc, il faut anticiper, il faut équiper les hôpitaux, il faut construire des hôpitaux au Togo parce qu'il en manque drastiquement. Il faut améliorer l'existant. Et tout cela, je pense que le prochain budget que l'État va mettre en place doit tenir compte de ces réalités. Et je pense aussi que quelque part, c'est la mort du PND, parce que les choses avaient été fixées dans un cadre donné, dont nous avions dénoncé de toute façon la structure inadaptée pour la réalisation de ce plan. Et aujourd'hui, avec ce Covid-19, il est évident que ce qui avait été planifié aujourd'hui est complètement obsolète. Il faut revoir le plan d'investissement. Il faut revoir le budget à venir. Parce qu'on peut aussi considérer comme étant une anticipation, n'est-ce pas? Et maintenant que le problème est là, ce plan peut servir de relance justement à l'économie. Mais il avait été fait dans un contexte donné. Avec des données... Avec des éléments du moment. Aujourd'hui, tous ces éléments sont dépassés. Et il faut profiter d'ailleurs de cette nouvelle situation pour créer le contexte qui permettra qu'un plan qui sera mis en place puisse produire des résultats. Parce que le PND, moi je l'avais déjà dit, d'autres l'ont dit également, et le contexte dans lequel ça s'opérait ne pouvait pas permettre que ce plan soit un succès, comme tous les autres plans qui ont précédé celui-ci. Donc, il faut tirer les enseignements de cette expérience malheureuse, certes, mais il faut toujours faire avec ce qu'on a, donc capitaliser sur cette difficulté pour produire des projets beaucoup plus en conformité avec notre réalité de contexte. On va changer de sujet. Rencontre et échange, nouveau numéro. Nous parlons de Covid-19, mais aussi de cette célébration des 60 ans de notre indépendance. C'était le 27 avril dernier. M. Nathalie Lupio du Parti des Togolais est mon invité. Et c'est dans ce contexte morose de crise sanitaire que notre pays a célébré lundi dernier, 27 avril, les 60 ans de son accession à la souveraineté nationale. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, que vous rappelle, ou quel souvenir, n'est-ce pas, avez-vous de cette date du 27 avril 1960 ? Aucun souvenir de 27 avril 1960. Vous n'y étiez pas Non, mais ce que je peux dire, c'est que la date de l'indépendance est une date aujourd'hui
qui n'est pas porté dans le cœur des Togolais comme il se devait. Parce que les Togolais ne fêtent pas le 27 avril. Il y a certes le défilé militaire, et les officiels, etc., mais la population, le peuple, n'oublions pas que c'est une fête populaire. C'est la date anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale. Une date importante. C'est une date importante. Alors pourquoi dites-vous que le peuple ne le porte pas, hein? Mais le peuple ne le porte pas aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, n'oubliez pas que depuis 1967, cette date avait été bannie de l'agenda national jusqu'à ce que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, remette en activité, enfin remettre sur les honneurs cette date-là, d'une part, et d'autre part, l'activité politique, l'action politique, l'environnement politique aussi est tel que le peuple togolais n'a pas le cœur à la fête, à célébrer son indépendance, parce que l'indépendance, c'est lié à la politique. La politique actuelle est dans un état complètement délabré, si bien que la fête, elle est plus populaire. D'ailleurs, on se rend même compte que le pouvoir lui-même ne donne plus à cette fête-là la dimension populaire que cela devait revêtir, avec l'organisation. À l'époque, c'était des retraits de flambeaux qui étaient organisés, il y avait des fêtes populaires dans les quartiers. Aujourd'hui, tout ça a disparu, parce que le Togolais pense que le 27 avril, ce n'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à fêter comme il se doit. Il faut que notre environnement politique ça veut dire que soit stimulé. Les pères de notre indépendance sont gênés pour rien, c'est ça? Non, ils ne se sont pas battus. De cette fête. Bien entendu, il faut en être fier. Nos grands-parents de Saint-Cassé à Lomé se sont battus corps et âme, se sont sacrifiés pour ça. Beaucoup ont versé leur sang pour cette indépendance. Et l'indépendance, attention, c'est quelque chose qui est par rapport à l'extérieur. C'est une souveraineté par rapport à l'extérieur. Oui. Et ça, nous l'avons aujourd'hui, cette souveraineté. Nous avons un drapeau, nous avons un hymne, nous avons un État qui est reconnu par l'ONU, par toutes les organisations internationales. Ça, ce sont les fruits de l'indépendance. C'est ce qu'on appelle indépendance. Donc, personne ne peut remettre en cause ce fait. C'est vrai que la plupart du temps, nos concitoyens ramènent la préoccupation aux considérations intérieures du pays, parce que la politique est dans un tel état que les gens se demandent est-ce qu'on est encore indépendant. Oui, on est indépendant vis-à-vis de l'extérieur, mais tout ce qui concerne la politique interne, il nous revient à nous-mêmes de bâtir ce que nous voulons faire de notre Togo. C'est ça. Alors, quel bilan du chemin parcouru? La question qui revient, sommes-nous vraiment indépendants quand on considère encore les ingérences, n'est-ce pas, dans nos affaires intérieures, pas les anciennes puissances coloniales? Mais je pense que c'est une mauvaise lecture que de se focaliser sur l'ingérence extérieure. Ça veut dire que ce n'est pas une réalité? Tous les pays du monde sont soumis à influence extérieure. Tous les pays du monde, y compris les États-Unis, la France, l'Allemagne, tous les pays du monde, la Russie. Donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir la capacité de résister et d'atténuer cette influence extérieure. Avons-nous les moyens? Mais il faut se donner les moyens. Les autres se sont donné les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est former les gens, c'est éduquer les gens, c'est avoir une économie forte, c'est avoir une puissance dans la recherche, c'est avoir une puissance économique, c'est d'être un État développé qui peut aussi faire valoir sa capacité dans différents domaines, militaires, économiques, financiers. C'est ça, les facteurs qui permettent d'atténuer l'influence extérieure. Donc ça ne sert à rien de hurler que tel pays intervient dans notre économie, dans notre politique. Ça fait partie de la vie des pays. Depuis la nuit des temps, les royaumes attaquaient d'autres royaumes, faisaient la razzia simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose que l'autre royaume possède. D'accord? Et quand ils ne peuvent pas l'avoir de façon pacifique, ils déclarent la guerre et ils vont chercher. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous, Togolais, nous devons nous battre pour développer notre pays suffisamment dans tous les domaines pour que nous soyons capables de résister et d'atténuer l'influence extérieure. Et je vais ajouter que le jour où le Togo aura les capacités, le Togo également va intervenir dans les autres pays, va chercher à influencer les autres pays, parce que ce qui manque chez nous, on va toujours les chercher à l'extérieur. C'est comme ça, c'est ça les relations internationales. C'est ça. Oui, alors, c'est que la réalité est là. Hein. Vous parlez de cette géopolitique mondiale, n'est-ce pas? Aucun pays n'est à l'abri, mais toujours est-il que
il y a toujours cette histoire de précaré français dans l'Afrique occidentale. Il y a toujours ce schéma. Et là, justement, comment s'en sortir? C'est ça le débat. Mais c'est ce que je viens de dire. Il faut que nous renforcions notre capacité dans l'éducation, il faut que nous renforcions notre économie, il faut que nous ayons une vie politique qui soit démocratique, qui permette l'éclosion et l'épanouissement de chaque individu et dans la collectivité. Il faut que nous ayons une armée forte, il faut que nous ayons une institution judiciaire qui soit respectée, qui soit forte. Autant nous serons solides dans tous les secteurs de la vie humaine, eh bien, c'est tous ces facteurs-là qui vont permettre de nous donner la carapace qui va nous protéger, qui va atténuer l'influence qui viendra de l'extérieur et qui nous donnera nous-mêmes l'habilité à influencer les autres. Parce que si vous n'êtes pas capable d'influencer, les autres vont vous influencer. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher chez les autres ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, eh bien les autres viendront chercher chez vous ce dont ils ont besoin, de gré ou de force. C'est comme ça les relations. Donc nous n'avons pas le droit de nous enfermer dans des supplications ou des dénonciations. Et ce que nous avons à faire, c'est de travailler pour que notre pays se développe. Et une fois qu'on sera développé, on sera moins sujet à l'influence de l'extérieur. À condition que les autres aussi nous laissent libres. Hein, personne, monsieur, personne ne nous laissera libres. Tant que nous avons des ressources dont les autres ont besoin, ils viendront les chercher. Soit ils viendront les acheter parce que nous avons la capacité de les offrir au prix du marché, soit ils viendront les chercher de force. C'est comme ça. Vous n'y changerez rien. Et je vous le dis et je vous le répète, la seule façon de le changer, c'est d'éduquer les gens, c'est de renforcer l'économie, c'est de renforcer notre armée, c'est de renforcer notre système judiciaire. C'est tous ces facteurs mis bout à bout qui feront du pays un pays qu'on influence difficilement. Sinon, on est fragile, et bien les autres viendront prendre chez nous. Une célébration de 60 ans qui coïncide avec une nouvelle année électorale. On a voté en cette année, le 22 février dernier, à la présidentielle. Et on a vu que jusque-là, ce n'est pas encore clos ce contentieux électoral, ou bien est-ce que c'est vraiment... Nous sommes dans une lutte qui dure depuis 3 décennies déjà. Et l'élection présidentielle du 22 février est une étape. Et cette étape-là, il y a des Togolais qui se sont engagés et qui ont voulu faire de cet événement une occasion de changer le climat politique au Togo. Et ce changement n'est pas encore arrivé. Vous ne pouvez pas dire que la lutte est terminée. Et ceux qui se sont engagés là-dedans, je ne pense pas qu'ils vont baisser les armes aujourd'hui, qu'ils vont baisser les bras aujourd'hui. Ils vont poursuivre leur lutte. De quelle façon, je ne sais pas. Mais personne ne peut dire que la lutte pour l'avènement de la démocratie et les libertés publiques soit terminée parce que quelqu'un a prêté serment. Pas du tout. Donc la lutte va continuer, va s'organiser différemment. Vous n'étiez pas engagé à ce scrutin. Et vous avez vos raisons, n'est-ce pas? Oui, ça c'est... Je parle de votre parti. Hein. Oui, bien sûr. Nous avons toujours dit que l'élection n'a de valeur que si elle reflète réellement l'état de l'opinion qui va s'exprimer dans les bureaux de vote. Si les résultats qui sont produits dans les bureaux de vote ne peuvent pas être restitués de cette manière, de la même manière, je ne vois pas l'utilité de participer. Je ne suis pas intéressé par, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Non, l'essentiel pour moi n'est pas de participer. L'essentiel, c'est d'obtenir le changement auquel les Togolais aspirent. Et tant que nous ne nous doterons pas des moyens, je dirais, nous n'aurons pas préparé comme il faut, eh bien, pour moi, ça ne sert à rien de participer. Donc, les conditions n'étaient pas réunies pour ce scrutin. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui ont participé et ont pris part. Mais ceux qui ont pris part de l'opposition à ce scrutin ont tous, sans exception, dit que les conditions n'étaient pas bonnes. Eux tous, ils l'ont dit. Bon, maintenant, chacun a sa motivation, chacun a ses raisons qui les ont poussés à participer. Moi, j'estime que l'opposition n'était pas préparée à cette élection-là. Nous n'étions pas préparés parce que la coalition que nous avions, la C14, a volé en éclats pratiquement 1 an avant cette élection-là. Oui. Pour que les forces démocratiques se remettent en recomposition et constituent de nouveau un front, eh bien, le temps qui restait était quasiment impossible d'atteindre cet objectif-là. Donc, pour moi, c'est depuis mars 2019 que l'opposition a perdu cette élection. Ensuite, ceux qui y ont participé, moi, je ne sais pas pendant combien de temps ils se sont préparés
pour aller à cette compétition électorale. Bon, moi, j'estimais que nous n'étions pas en mesure de réussir ce challenge, d'avoir le changement, parce que tout ce que nous devions faire au préalable, eh bien, j'estime que ça n'a pas été fait. Pour ma part, j'estime que ça n'a pas été fait. Peut-être que ceux qui y ont participé s'étaient déjà préparés. Je ne sais pas dans quelles conditions. Donc c'est avec regret ou avec une certaine satisfaction que vous n'étiez pas engagé? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions obtenir le changement. Et pour l'obtenir, il y a des actions à mener, il y a des étapes à passer. Je ne suis pas dans le regret, je suis dans l'action. Je suis dans l'engagement, je suis dans la détermination. Une lutte pour la libération et une lutte pour la démocratie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et ce n'est pas une question de dire je suis découragé parce qu'une étape n'a pas produit le résultat. On mène cette lutte jusqu'à ce que le résultat s'en suive. Oui. D'accord? Donc moi, je suis dans cette dynamique et je suis dans cet engagement. Et nous trouverons d'autres articulations, d'autres schémas de fonctionnement. Et nous allons travailler sur le front de la diplomatie, nous allons travailler sur le front de notre organisation interne, nous allons travailler sur le front financier, nous allons travailler sur le front de la collaboration. Il y a différents aspects à prendre en compte pour bâtir un projet politique et pour avancer dans une vision commune qui peut nous permettre d'avoir les résultats qu'on espère. Vous savez, et je vais terminer sur ça, oui. Le régime togolais est sous le coup de plusieurs coups de boutoir. Il reçoit beaucoup de coups de l'intérieur, de l'extérieur, parce que les conditions d'exercice du pouvoir qu'ils ont entre les mains, ces conditions ne correspondent plus aux attentes de notre époque. Donc, c'est compliqué pour eux de se maintenir au pouvoir dans les conditions actuelles. Il nous revient, nous, de l'opposition, de la société civile et le peuple, de trouver la bonne mécanique à mettre en place pour qu'on puisse avancer dans l'intérêt de tout le monde, y compris de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Justement, parlant de l'opposition, l'une des leçons à tirer de ce scrutin, c'est que l'opposition s'est sortie encore plus affaiblie, plus divisée. On a vu tout le tiraillement qui a lieu entre les 5 candidats et le candidat du PDD. Est-ce que ça veut dire que l'opposition, est-ce qu'il a encore les moyens de rebondir pour construire vraiment le contrepoids du pouvoir? Vous savez, ça c'est l'éternel recommencement au Togo. Une élection est une compétition, n'est-ce pas? Une compétition met toujours des gens en opposition. Les gens qui convoitent le même trophée sont en opposition. Qu'ils soient tous de l'opposition politique ou du pouvoir, ils sont tous en opposition. Donc, au Togo, l'élection a toujours divisé l'opposition. Ça n'a jamais été un facteur de rassemblement. Ne soyez pas étonnés qu'il en soit ainsi aujourd'hui. C'est pour ça qu'au Parti des Togolais, nous sommes persuadés que nous devons dépasser les limites des partis politiques pour mener une lutte citoyenne. Je ne dis pas qu'il faut faire disparaître les partis politiques, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas fonctionner dans un environnement qui n'est pas démocratique avec des règles de la démocratie. Les partis politiques que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'ouverture en 90, on a créé des partis, mais nous devons avoir conscience que nos partis ne peuvent pas défendre leurs intérêts partisans parce que l'environnement ne permet même pas de défendre un intérêt partisan. Donc, il faut sauter les limites des partis politiques pour que nous travaillions dans un esprit de citoyen et que nous menions une lutte citoyenne pour obtenir les conditions qui permettront aux partis politiques de s'exprimer pleinement. Tant que nous n'aurons pas fait cette étape-là et que chaque parti pensera qu'il ira à une élection pour gagner, eh bien, nous nous trompons et nous n'obtiendrons jamais ce qu'il faut. Les gens me diront, mais Nathaniel, si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous n'avons plus de voix au chapitre. Oui. Mais moi, je leur réponds simplement que la présence à l'Assemblée nationale, depuis que l'opposition y est, n'a pas changé la vie des Togolais. Jamais aucune loi de l'opposition n'est passée depuis que l'opposition est présente. Et je dirais même que ce n'est pas parce qu'on est député... Par faute de majorité, justement, à l'Assemblée. Parce que le régime tel qu'il est, la manière dont il organise les élections, ne donnera jamais la majorité. Et donc, je dirais même que ce n'est pas parce qu'on sera à l'Assemblée qu'on va se faire entendre. Vous savez, et les gens qui ne sont pas... C'est le cadre idéal, n'est-ce pas? Oui, mais nous ne sommes pas en démocratie, ne l'oubliez pas. Si c'était le cadre idéal... Nous sommes en quoi, alors, M. Nathalie Pio? Mais nous sommes en dictature. C'est aussi simple que ça. On l'appelle régime autoritaire, mais c'est ce qu'on appelle la dictature.
Donc, être présent à l'Assemblée nationale ne nous apporte strictement rien. Si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale et que nous nous organisions pour nous faire entendre comme il faut, les gens nous entendront, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur du pays. Il y a une façon de le faire. Mais il y a la façon populaire de le faire. C'est une expression reconnue par la Constitution. Donc on peut s'exprimer pas uniquement à l'Assemblée nationale. Et les gens qui pensent que ne pas être député, c'est ne pas avoir la voix au chapitre, c'est une erreur. Vous savez, quand en 2017, Atchadam a lancé le mouvement qui a donné lieu à tout ce que nous avons connu, il n'était pas député. Bien sûr. Pourtant, eh bien, ça a donné un retentissement à travers le monde. Donc, ce n'est pas le rôle, je dirais, d'un élu qui fait la différence, mais c'est la manière dont on va s'organiser, la manière dont on va mener la lutte qui fera que nous serons entendus à l'intérieur et nous serons entendus à l'extérieur. Donc, et la balle revient dans le camp de vous, le leader politique de l'opposition. On a vu tout ce chamaillement avec la dynamique Boyuro avant même la tenue du scrutin et après tout ce qui s'est passé. Oui, je dirais simplement que tout le monde doit jouer sa partition. Les leaders politiques, les partis politiques, la société civile et le peuple, chacun a un rôle à jouer. Il faut que nous tous, nous jouions ce rôle. C'est vrai que au final, les leaders politiques ont une grande responsabilité parce que jusqu'à présent, ce sont eux qui ont toujours pris le devant des choses. Et si 2017 n'a pas produit de résultats, la faute incombe entièrement aux leaders politiques. Hein. Il ne faut pas chercher midi à 14h et il ne faut pas se voiler la face. La responsabilité, sans embâche, c'est que ça la responsabilité incombe principalement aux leaders politiques. La population a donné l'effort, a donné son énergie, a donné sa vie pour certains d'entre nous. Et nous n'avons pas atteint les résultats. Il faut qu'on tire les enseignements de tout ça et il faut qu'on remette le métier sur le travail. Il faut qu'on se remette au travail et que nous puissions produire les résultats que le peuple attend. Et justement, la question, c'est comment rebondir pour servir de contre-pouvoir à cet instant où le président a prêté serment. Donc, c'est donc clos, c'est fini le débat ou on recommence encore? Ben, il faut recommencer. Il faut recommencer. On ne recommence pas à zéro parce qu'il y a un existant. On ne recommence pas à zéro parce qu'on a une expérience. Mais il faut relancer, il faut réorienter la lutte. Il faut trouver un nouveau mécanisme de collaboration entre les différents acteurs. Et je pense que le génie créateur du Togolais va s'exprimer encore. Et vous savez, après 2015, tout le monde disait que c'est fini. Tout le monde tout le monde était découragé, résigné. Et puis après, quand c'est parti, 2017, voilà, personne ne s'y attendait. Donc, le peuple togolais n'est pas du tout dans le découragement, n'est pas du tout dans la léthargie. Et nous n'avons pas le droit de dire qu'on est déçu. On est déçu de quoi? La lutte, elle nous appartient. Personne ne viendra la faire à notre place. Donc, oui, nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Oui, nous avons franchi une étape qui nous laisse un goût amer. Mais oui, également, nous devons continuer avec détermination. Oui, on a essayé à plusieurs reprises ces regroupements, ces sous-entités, et ça n'a pas toujours porté. Oui, c'est toujours... Là, il faut chercher le mal en réalité, les racines du mal. Oui. C'est toujours le sort de toutes les luttes. Hein. Et rien n'est linéaire, rien n'est comme un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trahisons, il y a des déçus, il y a des malfaçons, il y a des dysfonctionnements. Il y a toutes les difficultés possibles et imaginables. Et pourtant, eh bien, les pères de l'indépendance ont connu également ces maux. Ça ne les a pas empêchés d'atteindre le résultat de l'indépendance. Nous devons nous-mêmes chercher les ressources dans notre fort intérieur et nous organiser en conséquence de nos attentes pour atteindre les objectifs. Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut travailler. Très bien. Alors, M. Pio, il y a eu cet incident, enfin, ce cas en début de semaine, au lendemain justement de la prestation de serment du président avec la mort de ce gradé de l'armée, le lieutenant-colonel Bitala Madjoulba, et chef-corps de premier bataillon de Bir. Qu'est-ce que ça indique? Alors, comment peut-on interpréter ce meurtre au sein même du camp militaire? Ce n'est pas un incident, c'est un drame. Et je dirais même que c'est un drame national parce que ça concerne notre armée, ça concerne un chef de corps, et ça concerne un lieutenant-colonel, donc c'est un officier supérieur, et ça se passe à l'intérieur de la caserne militaire à Lomé. Ce sont des facteurs qui laissent les bras tomber. Parce que on ne peut pas imaginer qu'un assassinat de ce type-là se produise de cette façon, dans ce contexte, à cet endroit précis.
c'est le cœur du cœur de la sécurité de notre pays. Et donc, après ça, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a plus que la présidente de la République, ou le président de la République, ou oui, la présidente de la République. Donc, ça nous interpelle tous. Ça veut dire qu'aucun Togolais n'est à l'abri d'un meurtre, d'un assassinat de cette façon-là. Et pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, les populations ne sont pas contentes. La population est mécontente, même si tous les Togolais ne s'expriment pas. En tout cas... on a parlé des réactions dans son village natal au nord. À Sioux, les gens, dans le canton de Sioux, les gens se sont levés pour demander des comptes. Ils ne se sont pas levés pour casser, pour faire du dégât, mais ils se sont levés pour demander légitimement des comptes. Mais les comptes qu'ils demandent, en fait, ils le font au nom de tous les Togolais. Et je trouve que c'est très dommage que ce ne soit qu'eux qui s'expriment. Parce qu'ils s'expriment parce que la personne est de ce village-là, de ce canton. Mais ça doit interpeller tous les Togolais parce que la fonction que le lieutenant-colonel Badjouldia, la fonction qu'il assurait, eh bien, c'est une fonction de dimension nationale qui concerne tous les Togolais. Donc, tous les Togolais, autant que nous sommes, nous devons nous interroger, nous devons interpeller le gouvernement sur ce qui s'est passé. Nous espérons véritablement qu'on va nous faire comprendre le déroulement des choses et qu'on va trouver un coupable. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes, oui. Oui, je souhaite Vous y croyez, fortement. parce qu'il y a plusieurs enquêtes. Déjà justement, je souhaite fortement, et c'est indispensable pour le moral des troupes, que ce cas précis puisse être résolu dans les normes et que les militaires soient tranquillisés et que le peuple soit tranquillisé et que tout le monde trouve une sérénité parce que si d'aventure on n'informait pas le public, le peuple et la population sur ce cas précis, je pense que ce serait un précédent extrêmement difficile pour nous tous. Alors, c'est une perte, n'est-ce pas, quand un regret de l'armée meurt comme ça, non, dans des conditions non élucidées. Mais c'est toujours une perte, le décès d'un citoyen. C'est le cas de tous ceux qui ont été tués, c'est le cas de toutes les bavures qu'il y a eu depuis le Covid-19, c'est le cas aujourd'hui d'un lieutenant-colonel. C'est une perte parce que c'est un assassinat. Même si c'était une mort naturelle, c'est toujours une perte pour la communauté. Mais a fortiori, quand c'est un assassinat de cette façon-là, eh bien, il y a quand même beaucoup d'interrogations pour lesquelles on espère avoir des réponses. Rencontre sur un nouveau numéro, nous parlons des faits de société de chez nous avec le président Nathaniel Olympio du parti des Togolais. Et donc on a revisité le Covid-19, les 60 ans d'indépendance et la crise post-électorale. C'est un disque qu'il n'y a pas de crise en réalité, puisque les institutions fonctionnent normalement et que c'est peut-être un candidat qui est en difficulté avec les lois du pays. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il n'y a pas un candidat en difficulté avec les lois du pays. Il y a un candidat qui est aujourd'hui victime de l'instrumentalisation des institutions de l'État pour le mettre en difficulté, pour l'intimider et pour le faire taire. Donc il a bel et bien une crise post-électorale, c'est ça? Mais il y a une crise politique permanente au Togo et là, la spécificité de cette crise post-électorale, elle est aussi évidente. Elle est évidente. Et vous savez, c'est parce que nos institutions ne fonctionnent pas comme il faut. C'est parce que la justice, qui est le dernier rempart civil, avant que les militaires et les forces de sécurité et de défense soient le dernier rempart, eh bien, c'est d'abord la justice qui régule la vie civile. C'est la justice qui est à même de prendre les bonnes décisions en fonction de la réalité des situations et non des décisions partisanes et des décisions au bénéfice de tel ou de tel. Vous savez, notre justice est tellement malmenée par les politiques et les juges, les magistrats eux-mêmes se laissent tellement entraider parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, parce qu'ils protègent un peu les petits avantages individuels, mais ils sont tout aussi des victimes potentielles du même système. Bon nombre de citoyens de haut rang qui étaient dans le système n'ont pas échappé à la mécanique de ce système-là. Donc, aujourd'hui, vous pouvez très bien être en bonne posture et être acteur de répression sur les autres citoyens.
la roue est tellement imprévisible que ça peut vous broyer vous-même du jour au lendemain. Donc, la responsabilité des juges et des magistrats de manière générale dans ce que vivent les Togolais, eh bien, elle est grande, elle est très grande. Et si demain la justice décidait de fonctionner de manière impartiale, vous verrez que la physionomie de ce pays va changer du jour au lendemain. Donc il y a un gros rôle qui revient à la justice de jouer dans ces situations de crise. Bien entendu, parce que c'est le dernier recours et jusqu'à la Cour constitutionnelle. C'est effarant de voir comment le président de la Cour constitutionnelle s'exprime pendant un événement officiel de cette nature-là. C'est effarant, c'est complètement ahurissant d'assister ça et que le monde entier regarde ces choses-là en disant « Tiens, ce monsieur qui parle, c'est le président de la Cour constitutionnelle. C'est triste pour mon pays. » Bien, merci, M. Ntalou-Lipio. Cet entretien tire à sa fin. Alors, quel avenir pour notre pays, le Togo? Entre crainte, inquiétude et espoir, qu'est-ce qu'on choisit? Il n'y a pas à choisir. Nous avons la responsabilité de faire de ce pays l'or de l'humanité. C'est la voie qui a été tracée et c'est la voie que nous devons poursuivre pour le bien de tout le monde. Et je pense que pour y arriver, nous devons nous remettre en question dans notre démarche, dans notre façon de faire, dans notre appréciation des choses, dans la manière dont nous avons conduit la lutte jusqu'à présent. Il faut, en commençant par le renouvellement de la classe politique de l'opposition. Je pense que ce ne sont pas des choses qui se décident. Ce sont des choses qui se font tout à fait naturellement. Mais puisque c'est les mêmes qui sont toujours devant de la scène depuis les années 90. Mais les mêmes n'ont jamais empêché quelqu'un d'autre d'émerger. Moi, je ne suis pas dans la stigmatisation de tel ou de tel. Et moi, personne ne m'a jamais demandé de faire la politique quand j'ai décidé un jour de faire la politique pour les raisons qui sont les miennes. Je vais vous dire une chose. Si les gens qui estiment qu'ils sont vertueux restent en dehors de l'arène politique et passent leur temps à invectiver ceux qui sont dans l'arène politique en disant que ce sont des gens de peu de vertu, eh bien qu'ils ne soient pas surpris que la politique soit conduite par des gens de peu de vertu. Il faut que les gens qui sont vertueux, eh bien, ils rentrent dans l'arène politique et qu'ils rentrent massivement pour que le champ politique devienne un champ vertueux. À condition qu'on leur donne l'occasion et la chance, n'est-ce pas, personne n'empêche quelqu'un de rentrer en politique. Personne. Il faut avoir la volonté, il faut avoir le courage et il ne faut pas laisser la politique entre les mains des gens qui n'ont pas les vertus que vous attendez. Allez le faire, participez. Même si vous n'êtes pas acteur de premier plan, participez d'une certaine façon pour que des gens de vertu rentrent dans l'arène politique. C'est important. Sinon, eh bien, ne venez pas pleurer parce que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est cela. Un dernier mot pour clore cet entretien? Je dirais simplement que j'espère que nous allons trouver la bonne voie pour sortir de cette crise sanitaire de manière... je dirais avec le moins de dégâts possible. Il faut rendre grâce que jusqu'à présent, les choses semblent ne pas se reprendre de manière inconsidérée, mais cela doit plutôt nous alarmer et amener tout le monde à prendre les dispositions qu'il faut, en premier lieu le gouvernement, pour que nos structures sanitaires soient remises à niveau pour répondre aux besoins de la santé de la population. Et également, nous espérons que le gouvernement va sortir de ces démarches partisanes et mettre à disposition des acteurs politiques, des acteurs économiques, les outils qu'il faut, les moyens qu'il faut pour sortir de ce pas difficile pour le bien de notre économie. Et un dernier point, j'espère que cette situation puisse servir de déclic pour que le champ politique qui est complètement sclérosé, où les gens n'arrivent pas à mettre leurs compétences au service du développement du pays, que les choses puissent s'ouvrir. Et enfin, j'espère vivement que la justice, les forces de sécurité et de défense et tous les acteurs impliqués dans le drame qui a frappé l'armée togolaise, il faut qu'on arrive à donner au peuple une explication qui soit satisfaisante et que l'ensemble de la population et les forces de sécurité et de défense puissent retrouver la sérénité. Merci à vous, merci pour ce temps passé en studio avec vos explications. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Merci de nous avoir su bien nous accompagner. Prenez soin de vous et n'oubliez pas les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Je vous retrouve samedi prochain pour de réflexions. Au revoir et à très bientôt.